J'ai vu le drapeau de Jolly Roger et j'ai dit « Waouh !» Ça a bien sûr suscité mon intérêt. J'ai demandé à quelqu'un « Qu'est-ce que c'est ? Ça a l'air très impressionnant. » Et ils m'ont dit « Ah, ce sont des Sea Shepherds. » Ils s'opposent à la chasse à la baleine et à la pêche illégale. Je me suis dit « Tiens, c'est intéressant. » Pirates? Ouais. Eh bien, nous nous sommes faits à cela, parce qu'on nous appelle pirates depuis si longtemps. Mais nous ne sommes pas des pirates en vérité. Le monde change, nos tactiques changent. Maintenant, nous travaillons beaucoup avec les gouvernements. Il est temps qu'ils se réveillent. Je suis sûre qu'ils ont tous vu ce qui s'est passé en Europe. Notre poisson est parti. L'Atlantique est vide. La morue est en voie d'extinction, il n'y a rien à pêcher. Et maintenant, la flotte européenne est là. En Afrique de l'Est, la situation est déjà très grave. Des méga chalutiers y sont passés et ils y sont encore. Ils vident tout simplement les océans. Regardez ce qui se passe en Somalie. Les pirates là-bas peuvent dire qu'ils étaient des pêcheurs, mais des chalutiers étrangers sont venus et ont pris tout le poisson. Du coup, ils n'ont plus de revenus. Je pense donc qu'il s'agit de bon sens ici et que les pays se réveillent. C'est pour moi un grand honneur et un immense plaisir de prendre la parole en cette circonstance solennelle de lancement de l'opération Albacore 2. Le domaine maritime gabonais en plein cœur du golfe de Guinée est aujourd'hui menacé par la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par la piraterie maritime, notamment du fait de ses ressources pétrolières et minières. La marine nationale, quand ils vont comme ça, ils sont armés. Bien sûr. Donc il peut parfois y avoir des affrontements en mer. Bien sûr, des échanges de tirs, oui. Des échanges de tirs. Oui. On va continuer la visite et on va avancer vers la seconde. Bon, enfin, il y a quelque chose, une fleur naturelle qui on a beaucoup de biens naturels ici, c'est assez. On va se baser sur différents outils. On va avoir les radars qui vont nous permettre de les voir à une grande distance. On va avoir le système AIS, qui est un système d'identification des navires au large. Et on va aussi avoir la veille traditionnelle en regardant avec des jumelles par les fils qui permettent d'identifier les navires. C'est ici qu'on prendra la décision. Quand vous faites des interpellations, c'est par mégaphone ou vous faites généralement, on va d'abord essayer de les contacter par radio. Ah, d'accord. Et grâce à ce premier contact, on peut aussi savoir si ils vont pouvoir collaborer avec nous, refuser de collaborer avec nous. On va directement dans vos quartiers et puis Quand ils viennent à bord, on vérifie les armes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de balles.
Quand les armes sont entreposées, elles ne représentent aucun danger, elles sont sans balles. Quand on les rend, on vérifie les armes, et quand ils reviennent, on les vérifie encore, afin de s'assurer que lorsqu'elles sont stockées, il n'y a plus de balles et que les armes à feu sont entreposées séparément. Bienvenue à bord. L'histoire du navire, en 1950, il a été construit comme un baleinier. La plateforme était autrefois ici. Ce serait là, la place du harpon. C'est intéressant, il était destiné à tuer des baleines, maintenant il les protège. Sea Shepherd défend les baleines dans l'océan austral. Les baleiniers japonais descendent là-bas pour chasser ces animaux, et Sea Shepherd est le seul à s'y opposer. Le plus impressionnant, c'est la résistance du Sea Shepherd aux navires de harpon et aux navires de traitement. Il s'est mis entre eux et les a empêchés de transférer des baleines sur le navire de traitement. J'étais là, dans l'un des petits bateaux, à côté des vaisseaux du harpon, et oui, c'est effrayant, c'est différent. Mais encore une fois, le fait de lancer des bombes de peinture contre les bateaux et de les empêcher physiquement de faire de la pêche illégale sauve des millions, des centaines de milliers de vies. Nous étions très près de leur flottille baleinière et en mesure de les empêcher de transférer ces baleines. Nous les arrêtions physiquement en mettant des lignes défensives dans l'eau, en lançant des bombes puantes contre leurs ponts, en jetant de la peinture pour symboliser leurs affaires sanglantes. Mais je pense que la campagne la plus impressionnante, c'est la tolérance zéro. C'est le Nishin Maru, le navire de traitement de la baleine. Un bateau-usine, un pétrolier à essence. Pour se ravitailler, ils doivent se rassembler. Alors pendant 5 jours, l'un de nos navires était là, entre les deux. Notre but était d'arrêter cette opération de ravitaillement, car sans carburant, ils ne peuvent pas poursuivre la chasse à la baleine. Pour se ravitailler en mer, les 2 navires doivent se rassembler, comme ça. Donc le Nishin Maru a essayé de venir à côté du pétrolier, et nos navires se sont mis entre eux pour les priver de contact. Nous les avons tenus ainsi pendant 5 jours. C'est tout. L'ambiance est devenue vraiment chaude. Nishin Maru jetait de l'eau dans la salle des machines du Bob Barker pour que ce dernier perde le contrôle et que les machines tombent en panne. Le bateau a commencé à chavirer. Le capitaine du Bob Barker, le brave Peter Hammarstedt, s'est mis à crier « SOS, SOS ! Bob Barker, stop! Bob Barker, stop! Je n'ai plus de moteur !» Et c'est seulement à ce moment-là que le capitaine du Nishin Maru s'est retiré. Avant, ils avaient déjà cassé le mât principal du Bob Barker, ainsi que la plateforme pour hélico. Heureusement, le Bob Barker n'a pas coulé, bien qu'il en ait été tout près. Suite à cela, nous avons eu une injonction de la Cour, nous interdisant d'approcher de leur bateau à moins de 500 mètres. Cette injonction vient d'une cour américaine, ce qui est étrange. Comment une cour américaine peut-elle se reconnaître compétente alors qu'il s'agit des eaux neutres et d'un équipage international sous un drapeau néerlandais? Néanmoins, nous respectons cette interdiction, car nous ne faisons rien d'illégal. Ce drapeau, en ce moment, nous ne l'utilisons pas en Afrique parce qu'il y a des problèmes de piraterie là-bas. Et ce n'est pas très discret et politiquement correct de naviguer sous un drapeau pirate.
Bien sûr, quand je regarde en arrière, je me souviens du succès que nous avons eu avec Zéro Tolérance, ayant sauvé la vie de 700 baleines. Bien sûr, vous pensez toujours à ces personnes avec lesquelles vous avez travaillé, à ces réalisations, et vous dites « Ah, c'était bien ». Mais je suis également extrêmement heureuse de la nouvelle occupation du Sea Shepherd. Pour moi, personnellement, les questions de la pêche illicite et de la surpêche, c'est mon truc. J'ai toujours espéré. J'espère faire plus pour les poissons, parce qu'ils ne crient pas quand ils meurent et personne ne sait ce qui leur arrive, alors qu'ils sont les fondamentaux de la planète d'une certaine manière. Donc pour moi, cette collaboration avec les gouvernements pour travailler plus dur sur la protection des poissons, c'est vraiment un rêve devenu réalité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ce matin, nous surveillons toujours le fret frigorifique. Nous allons le suivre encore aujourd'hui. Il n'a pas bougé la nuit dernière. S'il commence à bouger à nouveau, nous allons monter à bord. Mais sinon, nous envisageons de l'embarquer vers 2 heures de l'après-midi. Nous avons ici un bateau intéressant qui ressemble à un navire frigorifique. Ils sont là depuis plusieurs jours. Normalement, un navire frigorifique est censé se déplacer d'un port à un autre le plus rapidement possible, décharger les aliments surgelés, puis repartir. Mais rester au large avec un tas de nourriture surgelée est un peu étrange. C'est suspect. Activité suspecte. Il est énorme. Nous ignorons ce qu'il contient. C'est un drôle de navire car c'est un frigo traditionnel avec des trappes pour faire descendre la cargaison. Mais il peut aussi être équipé de conteneurs, donc il peut y avoir une cargaison congelée. C'est bizarre. Oui. Wild Lotus, Wild Lotus. Ici, navire de patrouille de la flotte gabonaise. Wild Lotus, 316. Wild Lotus, écoute. Bon après-midi, Wild Lotus. Nous sommes de l'inspection de la pêche du Gabon. Nous avons remarqué que vous êtes dans une zone protégée depuis plusieurs jours. Quelles sont vos intentions? Vous nous recevez? C'est le capitaine. Quel est le but de l'inspection? J'ai pas compris. Nous dérivons ici en attendant la prochaine cargaison. C'est un bon emplacement pour la dérive. Nous devons être à Durban le 17 juillet. Nous resterons ici 1 ou 2 jours encore. Nous ne faisons qu'attendre et préparer le bateau, c'est tout. Oui, d'accord, capitaine. Nous vous inspectons simplement parce que vous êtes un navire frigorifique dans la ZEE gabonaise et le transbordement de poissons est illégal dans la ZEE. Alors nous voulons simplement inspecter pour nous assurer que votre réfrigérateur est vide, c'est tout. Quel est votre drapeau? Quelle est la nationalité du bateau? Le bateau bat pavillon néerlandais, mais il est loué au gouvernement gabonais. Terminé. Le bateau, c'est un cargo réfrigérant, un reefer de 150 mètres de long. C'est un bateau qui s'utilise pour faire du transbordement de poissons. Et donc voilà. Pour l'instant, ils ont l'air plutôt coopératifs. Vous avez un nombre de passagers à bord ou pas? Non. Et ils se sont déjà rassemblés plage avant, plage arrière? Non plus. Je vais demander. Tu peux leur demander s'ils savent combien de membres d'équipage il y a à bord? Bob, il y en a combien? Il y a 20 personnes à bord. Les militaires de la marine gabonaise sont montés à bord du navire pour garantir la sécurité et maintenant ils nous donnent la permission d'envoyer des inspecteurs de la pêche pour procéder à l'inspection.
Là, le PA11 s'en va à l'arrière. On va attendre le gars. Il est en transit, il revient de Douala. Il est en train de partir à Durban, en Afrique du Sud. Il est en train de transporter des fruits. C'est un bon endroit pour dériver. Ailleurs, il y a trop de vagues. Le bateau chavire trop, impossible de le charger. Nous restons sur place, simplement, nous avons du temps. Quelle est votre cargaison habituelle? Pardon? Quelle est votre cargaison habituelle? Normalement, c'est des fruits. Il faut que le premier lieutenant et le maître d'équipage montent pour voir. On ne nous laisse pas partir d'ici, dis-leur. Est-ce que vous lui avez dit pour... Oui, je lui dis, mais... tenu en joue avec une arme, c'est pas possible. J'espère qu'ils vont pas nous tirer dessus. C'est le maître d'équipage qui va vous escorter. Notre prochaine cargaison sera du pamplemousse, des citrons d'Afrique du Sud. La dernière cargaison, c'était du poisson congelé d'Irlande au Cameroun, à Douala. Oui, mais pourquoi ils sont pas si loin de la côte que ça? Pourquoi pas les droits? Pourquoi tout... Parce que c'est trop tôt pour nous maintenant. Nous devons dériver et nettoyer les cales pour la prochaine cargaison. Ce navire ne peut pas effectuer une opération de transbordement. Ce qu'on nous reproche, d'après ce que dit votre marine, c'est une opération de transbordement interdite. Et croyez-moi, charger un bateau avec une grue en pleine mer, avec ces vagues, ce n'est pas possible. Il faut un équipement de cargaison différent. Un mât de charge, vous me comprenez? Un mât de charge. 2 mâts et 2 fils. La grue a un seul fil, un seul point de pivotement. C'est un problème. Impossible de charger. Nous sommes à la dérive et attendons. Car un séjour prolongé au mouillage à Durban est impossible à cause des vagues et de la houe. Le gars dit qu'il est un bateau réfrigérant qui transporte des fruits. Et voilà, il est en transit pour Durban. Là, les gars des pêches sont en dessous en train de vérifier quand même les cales et tout le reste. Pour le personnel, on est en train de vérifier les identités de tout le personnel. Et donc là, nous attendons, on est en stand-by. Merci, capitaine. Bonne journée. Merci pour votre collaboration. Tout est vide chez eux. Ouais, vide. Pas d'odeur de poisson. C'est donc tout à fait différent. Ça fait plaisir d'avoir les autorités à bord et de pouvoir arrêter les navires et d'inspecter ce qu'il y a dedans. C'est une expérience différente, mais bonne. D'habitude, les autorités ne vous aiment pas. Ouais, en général, c'est le cas, oui. Habituellement, quand nous venons aux îles Féroé, ils disent « Dégagez d'ici », vous savez. Ouais, dans ce secteur, ils ne nous aiment pas du tout. Dans les îles Féroé, nous ne voulons pas qu'ils tuent les baleines. Ils ont cette longue tradition de chasser les baleines avec leurs petits bateaux, de les conduire vers une plage et de les abattre sur la plage. Nous y allions pour empêcher la chasse. Il y a toute une série de problèmes juridiques, parce qu'il est illégal dans l'Union européenne de chasser les baleines, et les îles Féroé appartiennent à l'Union européenne. Mais ils prétendent le contraire. Ils ont essayé, dans les années passées, d'adopter des lois contre nous. Mais de la façon dont elles étaient rédigées, ils ne pouvaient pas les appliquer. Alors je pense que cette année, ils ont réussi à nous empêcher d'y aller. Je sais que les navires ne peuvent pas entrer.
Je ne sais pas si quelqu'un y est allé ou pas et comment cela s'est passé. Mais nous ne ferons pas de campagne là-bas cette année à cause de cela, en raison de cette interdiction. Et nous avons d'autres soucis maintenant en abordant la pêche illégale qui est un énorme problème partout dans le monde. Si vous voulez manger du thon, par exemple, vous allez au supermarché, vous achetez une boîte de thon, vous l'ouvrez et vous vous faites plaisir car vous aimez le goût. Mais quand vous voyez comment il est pêché, vous commencez à réfléchir. Ces grands bateaux de pêche s'appellent des seineurs. Les poissons sont déjà dans un grand piège, ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais il reste encore beaucoup d'espace, plusieurs centaines de mètres. Et puis le bateau seineur commence à tirer les extrémités du filet. Le cercle devient de plus en plus serré. Les poissons sont pressés comme du citron et la mer devient rouge, pleine de sang. C'est vraiment une mer de sang. Il existe un autre type de filet qui s'appelle le scoop. C'est un grand filet avec un cerceau en métal. Ils attrapent le poisson et le déversent dans la cale. Une fois, nous avons surveillé un bateau pêcheur. Nous avons compté jusqu'à 15 scoops. Si dans chacun il y a, disons, 5 tonnes, cela fait 75 tonnes de thon. Et ils font ça plusieurs fois par jour, presque tous les jours avec une grande flotte. Alors maintenant, vous comprenez la raison pour laquelle l'océan est surexploité. C'est Baptiste. On dirait que nos amis sont à l'arrêt maintenant. Alors je suppose qu'ils installent leur filet et se préparent pour la pêche. Puis c'est retourné. Et ici, vous pouvez voir 2 cercles. Habituellement, quand ils ont trouvé du poisson, ils l'encerclent avec leur filet. Ensuite, ils commencent à... C'est le piège. Ça pourrait être une cible intéressante pour nous. C'est comme chasser les lapins. Ouais. Non. Quelque chose d'autre? C'est intéressant. C'est intéressant. On dîne avant de travailler. Je t'apporte à manger? Ouais. Bonsoir, Montealegro. C'est la patrouille de la marine gabonaise. Nous allons vous inspecter. Il s'agit d'une inspection de pêche routinière. D'accord, aujourd'hui ou demain? Eh bien, aujourd'hui, dans une demi-heure à peu près. Avez-vous des armes à bord? Non, non, pas d'armes. La Méditerranée est vraiment surexploitée. Dans ce secteur, il y a beaucoup de pêche au thon par la flotte industrielle européenne de seineurs. Ils pêchent de grandes quantités ici depuis les années 50, ce qui a entraîné la diminution de la population de thon. Et c'est pour ça que le Gabon et d'autres pays font ces inspections dans cette région, afin de s'assurer qu'ils ont les quantités de poissons déclarées à bord. Alors voilà pour aujourd'hui, comme vous voyez, 10 tonnes, 2 tonnes de thon à nageoire jaune et 8 tonnes de thon listao. C'est ce que vous avez attrapé avec votre DCP? Oui. Des prises en plus? C'est-à-dire? Des tortues, des requins? Non, non, il y avait des requins, mais nous les avons remis à l'eau vivant. Vivants? 5 requins pendant tout le voyage? Dans ces eaux-là, oui. Et vous l'avez consigné? Oui. Bonne nuit.
Merci. Bonne nuit. Merci. Merci. Pas de souci. Ce qui me préoccupe surtout, c'est la prise accidentelle et la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, qui se déroule dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il est estimé qu'entre 11 et 26 millions de tonnes de poissons sont capturées illégalement. 7,3 millions de tonnes de poissons sont rejetées comme prise accidentelle par an. C'est simplement tuer sans cibler. Dans le filet, on voit beaucoup de requins morts. Parce que le problème avec les requins, c'est qu'ils n'ont pas de vessie. Et quand on monte le filet, déjà avant que le filet soit sur le pont, les requins meurent à cause du manque d'oxygène, parce qu'ils n'ont pas de vessie natatoire. Donc s'ils ne bougent pas, ils vont mourir immédiatement. L'année dernière, lorsque nous étions ici au Gabon, nous avons également eu plusieurs cas de prise de requins-baleines dans le filet des seineurs. Donc, à plusieurs reprises, nous avons dû couper le filet pour pouvoir sauver le requin-baleine et le libérer. Et c'est aussi un beau sentiment lorsque vous voyez le requin-baleine sortir du filet. On continue à frotter. Frotte, 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 frotte. Mon histoire d'amour avec les requins a commencé quand j'avais 3 ans. C'est une passion de longue date. Pour moi, le plus dur et le plus impressionnant était de voir un requin mort lors de ma première patrouille. C'était horrible. Parce que j'avais jamais vu de requin mort avant, c'était le premier. Mais ma motivation est devenue encore plus forte. Parce que je savais que je voulais être ici. Et continuer parce que c'est affreux. Alors les gars, vous voulez que je le change lors de mon tour ou je le laisse tel quel? Eh bien... ouais. Je vais regarder. Ce que je voulais faire, c'est apporter de l'aide. Savoir que j'aide le monde à être un peu meilleur. Je dirais que c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est comment cela me redonne des forces quand j'en ai besoin. Je voulais faire quelque chose pour la Terre. Quand je suis arrivée à bord, c'était mon premier voyage en mer. C'était ma première fois à la cuisinette aussi. J'ai donc eu beaucoup à apprendre. C'est ma 7e campagne. Je raffole de ça. J'adore. J'aime être à bord. J'adore l'équipage. J'adore tout ça. Et en mer, je me sens plus chez moi, sur un bateau en mer que sur terre. Après avoir passé 45 ans dans la marine, j'ai pris ma retraite à l'été 2016, il y a 1 an. Et après un certain temps, j'ai commencé à partir en mer, mais je ne voulais pas simplement aller en mer pour m'amuser, car j'ai un voilier. J'avais besoin d'une mission. Oh mec, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça dans ma vie. 2 baleines sautent dans l'air en même temps. Et encore.
vois? Oui, ici. Je l'ai. Alors? Alors les gars, relâchez un peu. Je peux le suivre. Je vais essayer de le libérer de la coque. Mais c'est pas là que c'est coincé ici. C'est un DCP. Cela s'appelle un DCP, dispositif de concentration de poissons. D'habitude, ils sont attachés à des plateformes. Ils flottent dans l'eau et attirent les poissons. Mais celui-ci est visiblement sans plateforme. Il a dû se décrocher et ça représente un grand danger pour les baleines et bien sûr les bateaux. Maintenant, ce truc s'est accroché à notre bateau. En plus, ça pollue. Nous ne pouvons pas le laisser traîner dans l'océan, car un requin, un poisson ou un dauphin peuvent être empêtrés dans ce truc et il peut endommager l'hélice d'un bateau. Voilà. On peut soulever ça ou c'est trop lourd? Ok. Non, encore un peu. C'est trop profond en dessous. Et si on envoyait un plongeur? C'est un radeau. Ouais. Je pense que ce sont deux appareils différents. Ce radeau noir devait appartenir au filet d'un pêcheur local, parce que j'en ai vu beaucoup comme ça sur la côte africaine. Habituellement, ils auraient un petit filet attaché à ça, mais maintenant nous sommes à 50 km de la côte et les bateaux en bois locaux ne viennent pas vraiment par ici aussi loin. Donc il a probablement été arraché par une tempête ou par de forts vents ou marées et il a simplement dérivé. Ce DCP-ci vient à coup sûr d'un sonneur. Nous avons eu beaucoup de chance qu'il ne soit pas coincé dans notre hélice ou dans d'autres parties vitales du navire ou que ce ne soit pas un requin, un dauphin ou une baleine à la place. Une petite aventure pour ce soir, tout à fait. La plupart de l'équipage est composé de bénévoles. Au dîner, au déjeuner, vous verrez tout le monde ici. Capitaine, à côté du matelot, à côté du deuxième cuisinier, en train de jouer aux cartes. Et bien sûr, si nous voulons protéger les baleines, les requins, les dauphins, les poissons, si nous ne voulons pas qu'ils soient tués, pourquoi mangerions-nous ici des produits d'origine animale ? Toute notre flotte, tous nos navires, nous en comptons maintenant 10, sont végétaliens. Et rien de ce qui va dans l'eau avec notre eau usée ne doit être nuisible. Donc tous les savons, les shampoings, détergents à lessive, tout ça, nous les choisissons très judicieusement. Ils ne comportent aucun danger pour l'océan. Ils sont végétaliens et non testés sur les animaux. Appelez votre capitaine, dites-lui d'arrêter son moteur. Ouais, vous lui dites d'arrêter son moteur. Stop your engine, sir. En ce moment, nous avons 3 navires différents. Nous avons fait descendre les militaires sur un navire.
Puis Bob Barker va essayer d'arrêter un autre bateau de pêche. Et nous irons tout de suite vers le troisième quand nous aurons fini avec celui-ci et essaierons de l'arrêter aussi. On essaiera de les arrêter tous les trois. Ils ont traversé la frontière. Papier, tika bateau, voilà, police. Tika bateau. Licence. Ça, tika bateau. Papier, bateau, tout. Les gars, faut pas nous fatiguer. Un Chinois qui parle anglais arrive. C'est pour le Congo. Pour le Congo. Et nous sommes au Gabon. Nous ne faisons pas de pêche. Nous partons du Gabon. Nous allons du Gabon, loin du Congo. Mais nous allons au Congo. Nous sommes... Je sais, vous êtes Gabonais. Vous ne faites que naviguer. Que naviguer? Que naviguer? Vous êtes du Congo et vous allez au Congo? Même la licence congolaise n'est pas à jour. C'est une vieille licence de l'année dernière. Une permission de pêche valable dans les eaux congolaises, mais en ce moment nous sommes dans les eaux gabonaises. Et le permis pour le Congo a expiré l'année dernière. Donc ils ne peuvent pas pêcher légalement au Congo. Et certainement pas au Gabon. Vous devez suivre ce bateau. Allô, la base. Liamba et moi-même avons été arrêtés par la police maritime. Qu'est-ce qui s'est passé? Allô, la base. Liamba et moi-même avons été arrêtés par la police maritime. La police maritime a arrêté Liamba et Xiao? Moi, c'est moi qu'elle a arrêté. Ah, c'est toi qu'elle a arrêté. Et Liamba. Et Liamba? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas posé les filets. La prise d'hier était de 370 et cette fois, j'ai même pas eu le temps de calculer. Alors tu t'es fait arrêter? Oui, par la police maritime. Donc tu vas ramener moins de poissons? Oui, mais c'est pas la question. Dites à ma famille que je me suis fait arrêter. Ok, reçu. Ils ont besoin de nos prises, du nombre de poissons capturés chaque jour. Outre le volume, ils veulent savoir où nous pêchions ces derniers jours pour prouver que nous n'étions pas dans leurs eaux. C'est ce qu'elle veut. Le problème est que nous ne pouvons pas le prouver. Nous n'avons pas de données. Nous ne tenions pas de journal. Dites-leur que nous n'avons rien pêché du tout dans leurs eaux. Dites que notre moteur s'est cassé et que nous avons dérivé dans cette position. Bob Fitter. Peter, Bob, on vous écoute. Aucun inspecteur ne viendra sur le bateau. Ils vont rester sur les vaisseaux inspectés et tous les marins vont rester sur les vaisseaux avec eux. Donc, notre prochaine étape, c'est de ramener ici 2 des officiers des navires pour un interrogatoire et ensuite, nous allons escorter les navires vers un port que nous sommes en train de déterminer. Pour l'instant, il s'agirait de Port-Gentil. Une autre journée victorieuse en mer. C'est une très bonne histoire, une très bonne journée. Plusieurs cibles ont traversé la frontière. Nous n'avions aucune information sur le type de navire avant de les voir. Bien que leur comportement sur leur radar ressemble beaucoup à ce que nous avons vu par le passé dans le cas des chalutiers.
Nous avions des Marines sur 2 bateaux. Un troisième essayait de s'enfuir parce que nous étions occupés avec les 2 autres bateaux. Cette année, ces 2 navires sont la première arrestation à laquelle nous participons. C'est la première fois pour moi qu'on travaille avec le gouvernement, qu'il y a des soldats à bord. C'est la première fois comme ça, alors c'est complètement différent. Habituellement, nous n'avons aucun moyen réel d'imposer notre autorité, vous savez. Nous avons l'autorité de la Charte des Nations Unies pour la nature, c'est à peu près tout. Si vous regardez n'importe quelle société de pêche dans le monde en ce moment, aucune d'entre elles n'est en croissance. Elles sont toutes soit stables, et ça il n'y en a pas beaucoup, soit la plupart sont en déclin. Les méthodes de pêche sont si efficaces maintenant qu'il n'y a aucun moyen pour le poisson de reconstituer sa population. Les gouvernements doivent se réveiller, les pays doivent se réveiller, et c'est le cas, en particulier en Afrique, où il y a désormais un grand nombre de nations qui sont prêtes à travailler avec nous et à nous inviter à venir dans leurs eaux pour les protéger. Lorsque vous pêchez de façon irraisonnable, vous récupérez plus de poissons que l'océan ne peut en produire. Vous prenez les jeunes poissons qui n'ont pas encore fait d'alevin, vous prenez des bancs entiers de poissons. Admettons que vous ayez une licence pour pêcher le thon. Vous n'attraperez que du thon, et tout ce que vous trouverez dans le filet qui n'est pas du thon, vous êtes censé le lâcher dans la mer, vivant, mais cela arrive très rarement. Ils sont écrasés ensemble, ils saignent déjà et ils sont déjà morts, alors c'est très difficile de ramener ce poisson à la mer. D'après des estimations, d'ici 2050, la quantité de poissons sera en dessous du seuil global de reproduction possible. Le poisson ne pourra pas se reproduire pour qu'il en reste suffisamment pour les générations à venir. Et déjà, les populations de gros poissons de la chaîne alimentaire, le requin, le thon, comme certains scientifiques le disent, le thon rouge, le prédateur principal de la Méditerranée, il n'en reste que 10%. Ils ne vont pas se reproduire. D'après certaines estimations, 90% des requins ont déjà disparu. Et peuvent-ils retrouver le niveau de population auquel ils étaient ou non? C'est un très grand débat. Tous les trésors que nous avons autour de nous sont en voie d'extinction. Et nous avons déjà pu voir que cela se passait ici, dans l'Atlantique, en face de la côte ouest de l'Afrique, où il y avait des tonnes et des tonnes de poissons de grande taille. Et maintenant, qu'avons-nous? Vous avez vu ces pêcheurs là-bas? Dans leurs filets, vous pouvez voir de très petits poissons qui ne pourraient jamais intéresser un pêcheur normal. Je ne m'attendais pas à ce que la situation soit aussi mauvaise. Certaines des espèces qu'ils ont capturées ne peuvent pas être utilisées pour la consommation humaine. Alors nous les rejetons dans la mer, c'est-à-dire les méduses, les tétrodons. Nous avons vu cette grosse anguille dans un coin. Elle s'est mise à bouger, tout le monde a été surpris parce que personne ne l'attendait là.
C'était comme si elle nous disait « Hé, je suis là !» Puis un pêcheur chinois est venu, a pris l'anguille et l'a jetée à la mer. Et la voilà de nouveau dans l'eau. Voilà. Cette anguille a survécu. Elle a commencé à se déplacer et puis elle a disparu dans l'eau. Ce sont ces petites histoires qui montrent que vous devez continuer à essayer de vous battre, essayer plus fort. Si l'anguille n'avait pas bougé, si elle n'avait pas fait de mouvement, là, juste sous nos pieds, ce serait simplement un autre poisson mort à bord. Cette petite histoire nous rappelle qu'il ne faut jamais rien lâcher. Je pense que ce n'est pas une action solitaire d'un groupe de bateaux. Ils peuvent faire la différence. Même un navire fait la différence parce que c'est un message. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas rester immobiles et être témoins de la catastrophe qui se produit. Il y a des gens qui considèrent cela comme une aventure. Ce n'est pas comme un travail normal, sauf si tu es marin professionnel. Ce pourrait être une sorte d'aventure romantique, partir et sauver des baleines, etc. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est quelque chose que je considère comme le seul moyen de vivre sur cette planète, faire quelque chose pour la rendre meilleure. Je fais tout ça parce que je veux que les générations futures puissent jouir de l'océan, comme nous. Et dans 20 ans, quand ton fils ou ton petit-fils et toi, vous verrez une baleine, et que vous reviendrez au port, tu pourras dire « Je connaissais quelqu'un qui a tout laissé tomber pour contribuer à sauver tout cela. » Est-ce que je pense que les gens peuvent changer le monde? De façon générale, oui, absolument. Ici, à bord de ce navire, le Sea Shepherd, les gens ne sont pas d'un seul pays. Ils viennent de nombreux pays différents, réunis dans un seul but. Tout a changé, mais je pense qu'au final, nous nous battons toujours pour la même chose. Pour les océans et la vie dans les océans. Alors, que vous le fassiez de façon romantique ou pragmatique, c'est seulement une façon de parler.